Bruno Le Maire a-t-il raison, ou tort d'ailleurs, il faut se poser la question, d'affirmer que la crise économique va durer encore des années? C'est ce qu'il a dit hier. Bonjour Marc. Marc Vigneault. Oui, bonjour David. Bonjour, comment allez-vous? Journaliste au point, ça va? Oui, ça va très bien. C'est ce qu'a affirmé hier notre ministre de l'économie lors de son audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Nous en avons pour des années avant de sortir des conséquences économiques de cette crise. On revient un petit peu en arrière, je crois que c'était 10 jours avant. Il a fait ce parallèle, cette référence à la Grande Dépression de 1929. Pourquoi est-ce qu'il est si sombre? Est-ce qu'il a raison ou tort de l'être? Parce qu'on sait que l'économie, c'est aussi une affaire, pas d'humeur, mais de psychologie. Et là, il nous plombe un peu en nous disant ça. Bien sûr, alors il plombe un peu, il voulait répondre à des questions des parlementaires sur l'ampleur de la crise. Il a peut-être pas mesuré tout à fait l'effet plombant que ça avait pour les Français en général. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'effectivement, l'espoir d'une reprise rapide en V, vous savez qu'on fait des schémas de courbes, soit en V, soit en U, soit en L, dans les prévisions économiques pour savoir comment on va se sortir de la crise. Là, vous l'avez fait du meilleur, je vous coupe, vous l'avez fait du meilleur au pire. V, c'est ce dont on rêve tous et on ne l'aura pas. Ça redémarre très vite. Voilà. U, il y a une période de stagnation, ça repart après. On mise aujourd'hui là-dessus. Il y a encore quelques semaines, on pariait sur le scénario en V. Et le L, c'est ce qui est de pire, c'est qu'en fait, après la descente, et ben boum, ça reste flat, ça ne bouge pas, en céphalogramme plat. Et ce que veut dire Bruno Le Maire, c'est que même le U, ça va être assez compliqué parce qu'on voit bien que le confinement dure au moins 2 mois, une fois le confinement terminé, l'économie ne va pas reprendre du jour au lendemain, qu'il y a des économies comme les États-Unis, dont on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir vraiment de la crise du coronavirus. Ça veut dire des chaînes de valeur perturbées, ça veut dire des clients commerciaux de la France importants. Les États-Unis, c'est un marché important pour la France. Ça veut dire que l'économie américaine peut être perturbée et donc les imports américains, enfin les exportations françaises en tout cas vers les États-Unis pourraient être perturbées. Et donc tout ça rend Bruno Le Maire extrêmement pessimiste. Ça fait un moment qu'il l'exprime et lui, ça fait un moment qu'il dit il ne faut pas espérer ce scénario de reprise en V et voir se préparer à des moments difficiles. Alors il dit pendant des années, parce que pendant des années, il va falloir payer la facture de cette crise. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, c'est un sujet qui est important, qui est connexe. Mais Oui, mais c'est un peu ce qu'il veut dire, en fait. Quand il parle de ça, il parle de la facture de la crise qui imposera, en fait, c'est le thème des efforts. On se souvient de la sortie de Geoffroy Roux de Bézieux qui avait dit, suggéré aux Français qu'il faudrait peut-être travailler plus longtemps après crise. En fait, on sent que pour revenir à un niveau de richesse et à un niveau de prospérité, pour pas que la France décroche dans le concert des nations, il y aura peut-être des efforts à fournir, ne serait-ce que pour payer la dette. Et Bruno Le Maire voit ce problème se profiler. On parle, beaucoup d'économistes parlent de l'obligation d'augmenter les impôts après la crise pour c'est pour niette rendre pour le fardeau l'instant. D'après le gouvernement, c'est niette. Il n'y en aura pas. Oui, mais enfin pas tout de suite, mais pour l'instant, c'est pas à 6 mois. C'est quand Bruno Le Maire parle de des années, je pense que c'est ce qu'il a en tête. Ouais, mais Marc, en même temps, j'en appelle aussi, Marc, j'en appelle à la cohérence, parce que d'un côté, on a Bruno Le Maire qui nous dit donc la crise économique va durer, ou ses effets rémanents vont durer sur des années, puis de l'autre, il nous cale, c'était hier, un budget rectificatif, avec cette hypothèse assez forte quand même, d'un retour rapide à la normale de l'activité au-delà du 11 mai. Là, je dis, mais hello, il n'y a pas une contradiction, il n'y a pas un problème de cohérence? Il y a effectivement une petite contradiction là, mais en même temps, Bruno Le Maire dit on ne sait pas quelle sera la durée de la crise. Et ce qui est assez frappant, j'ai l'impression, c'est que Bercy n'est pas vraiment dans la boucle des scénarios sanitaires qui sont gérés au ministère de la Santé par le président de la République et par Édouard Philippe. Donc Bercy, ils font avec un peu les annonces qu'ils apprennent au dernier moment. Et donc, pour l'instant, ils se calent sur un scénario d'arrêt du confinement en 11 mai. Et puis, ils sont très incertains sur comment va se passer la reprise. Donc, ils préfèrent ne pas être
ouvertement pessimiste dans les prévisions, même si la phrase de Bruno Le Maire l'est pessimiste. Et donc, pour l'instant, ils y vont progressivement pour dégrader le scénario. Ils préfèrent le dégrader au fur et à mesure que d'annoncer quelque chose de très négatif qui serait éventuellement, en cas de bonne nouvelle, démenti par les faits. Donc, mais effectivement, il y a une sorte de contradiction. Hein. Et notamment aussi sur la consommation, on le souhaite, mais le gouvernement, dans ses prévisions, prévoit un retour à la normale en termes de consommation des Français en septembre. Et là, on se dit, c'est un pari qu'on souhaite réussir, évidemment, mais on se dit que c'est la question, on en parlait hier avec Patrick Artus, comment, voilà, est-ce que les Français ne seront pas plus attentifs, plus prudents au moment de consommer, même si leur taux d'épargne a largement triplé, nous a dit hier justement le chef économiste. Encore une fois, voilà, effectivement, alors il y a cette réserve d'épargne qui est une épargne forcée liée au confinement, hein, parce que grosso modo, la stratégie du gouvernement, c'est d'essayer de maintenir le revenu des ménages par tout un tas de mesures, comme la plus puissante, évidemment, c'est l'activité partielle, c'est-à-dire même ceux qui ne peuvent pas travailler, dont les entreprises sont plus ou moins à l'arrêt, conservent une grosse partie de leur salaire. Ça, c'est une stratégie pour maintenir le revenu des ménages. Donc, si le revenu des ménages est à peu près maintenu, comme ils sont confinés, qu'ils ne peuvent pas consommer, que les magasins, sauf alimentaires, sont fermés, eh bien, il devrait y avoir un surplus d'épargne et normalement, ce surplus d'épargne devrait être libéré à un moment ou à un autre. On peut espérer que les Français, un peu frustrés de ne pas être sortis pendant des mois, de ne pas avoir pu faire certains achats. Ouais, aller faire du shopping avec un masque, avec des gants, garder la distanciation. Je pense que le shopping, à court terme, en tout cas, sera peut-être plus tout à fait comme avant. Voilà, c'est ça. Et donc la question, c'est de savoir, encore une fois, quand est-ce que réellement on pourra reprendre sans doute une vie normale, qu'on pourra se dire ça y est, le virus est derrière nous, ou en tout cas la vie n'est plus perturbée à un point tel qu'on n'irait plus dans les magasins ou on ne ferait plus ses courses normalement. Et donc ça, c'est des hypothèses sanitaires. Encore une fois, à Bercy, je pense qu'ils sont pas vraiment dans la boucle. C'est tellement changeant, c'est contrôlé par un tout petit groupe et de personnes au pouvoir, en tout cas pas du côté de Bercy, enfin c'est ce qu'ils nous disent en tout cas, et donc si vous voulez ils font des hypothèses qui sont qui sont peut-être optimistes. Oui, mais on sera plus. Je reviens à la question qu'on se posait, est-ce que Bruno Le Maire a tort ou raison de dire qu'on sera en crise économique pendant des années? Dès l'année prochaine, on ne sera plus en crise économique. Je veux dire, aujourd'hui, après, il y a le débat sur 2020. Le gouvernement dit baisse d'activité, récession de 8%. Encore que c'est une prévision un peu optimiste, nous dit le Haut Conseil des finances publiques hier. Mais sur 2021, il y aura une croissance positive. Après le débat, est-ce que ça sera 3, 5, 7 mais on sera en croissance positive en 2020. Donc la crise économique, elle sera on en portera les stigmates sur plusieurs années peut-être. Mais dès 2021, on sera en croissance économique. Mais, encore une fois, ce scénario de rebond pour 2021, il dépend, c'est ce que vous disiez vous-même, ça dépend un peu de quand est-ce que les Français vont pouvoir reprendre une vie normale et surtout quand est-ce que les entreprises vont se dire il faut on peut maintenant investir parce qu'on prévoit que nos clients vont à nouveau nous demander de fournir, que nos fournisseurs peuvent nous donner les matières premières, que les chaînes de production dans d'autres pays, notamment en Chine, sont redémarrées et on peut disposer des pièces pour redémarrer la production. Donc l'investissement des entreprises va être très important. Et quelle sera la situation début 2021 ? On ne sait pas. Il y a certains épidémiologistes qui disent qu'il pourrait y avoir une deuxième vague. Il y en a certains qui disent qu'on n'aura pas de vaccin avant très longtemps. Donc tout ça est très très incertain et du coup, même ça, on ne le sait pas. Je pense encore une fois que la petite phrase de Bruno Le Maire, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on paierait les conséquences de cet effondrement de l'activité économique pendant des années. C'est pas tant qu'on resterait formellement dans une crise, même si en 2021, comme vous le dites, l'économie rebondit fortement, le niveau de PIB que l'on atteindra, il ne sera pas au niveau de ce qu'on aurait dû avoir en l'absence de crise. Parce que s'il y a un pourcentage de chute élevé, une fois qu'on part du niveau atteint dans la chute et qu'on rebondit d'un pourcentage qui risque en plus d'être moins élevé, on voit qu'on n'arrive pas du tout à zéro. On ne revient pas à la situation initiale. Évidemment. Donc c'est ça que veut dire Bruno Le Maire, c'est-à-dire que en gros, il va falloir fournir des efforts. Il n'y a pas
de crises dans lesquelles on sort desquelles on sort indemne, Ouais. c'est-à-dire que tout le monde sera appelé à faire des efforts. Quand il y a ce débat sur faut-il travailler plus longtemps pour compenser la crise, il est peut-être pas pertinent et c'est peut-être indécent de demander des efforts, de demander en tout cas aux salariés de travailler plus longtemps. Mais en tout cas, il n'y a pas de crise dont on sort sans faire des efforts, que ce soit sous forme d'augmentation d'impôts, éventuellement, si on veut réduire la dette autrement, de baisse de la dépense publique. Donc voilà, Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, Marc, être... il faudra faire les comptes. Et c'est vrai qu'on maintenant, alors le plan de relance, il est plus à 45 milliards, il est plus à 100, il est à 110 milliards d'euros. Pardon, pas plan de relance, plan de soutien, plan d'urgence. plan d'urgence. La question que je me posais, c'est, on voit valser les milliards dans tous les pays. Il est vraiment bien dimensionné, ce plan à 110 milliards, à la fois quand on se compare aux autres, l'Allemagne, l'Italie, ou même pour nous, pour éviter justement le chômage massif, pour éviter les faillites d'entreprises. Bon, en général, c'est ce que quand même pensent la plupart des économistes. D'ailleurs, Bercy s'est entouré d'économistes pour dessiner sa réponse à la crise. On s'est inspiré d'une mesure qui avait très bien marché en Allemagne à l'époque de la crise financière de 2008-2009. C'est-à-dire qu'on a massivement mis les gens au chômage partiel et jusqu'à des niveaux de salaire qui sont quand même assez importants, puisque c'est jusqu'à 4,5 SMIC, on peut gagner jusqu'à 84% de son salaire net, ce qui est quand même pas mal quand on ne travaille pas. Et donc ça, c'est la mesure essentielle. C'est le fait d'avoir socialisé les salaires, hein, c'est ce qu'a dit aujourd'hui, chez voilà, vous d'ailleurs au point le président de la République. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Et on s'en est pas vraiment aperçu, mais c'est l'État qui paye les salaires de quasiment la moitié. Un peu moins de la moitié. Pas la moitié, mais c'est il y a 40%. Quelque chose comme 19,5 millions de salariés en France. Et là, on atteint presque 9 millions de salariés, je crois, au dernier décompte. Donc on a 45% de salariés. Donc l'État paye les salaires à la place des entreprises qui sont à l'arrêt. Celles qui sont à l'arrêt. Donc ça, c'est une mesure quand même assez forte. Après, ce qui sera déterminant pour voir si la réponse a bien été à la hauteur de la crise, c'est de voir si on n'a pas laissé des trous dans la raquette. Il n'y a pas des pans entiers de la population qui sont oubliés. On voit que le fonds d'indemnisation, le fonds de solidarité pour les indépendants, pour les TPE, pour qui les est passé de entreprises, 1 milliard à 7 milliards. Hein. Voilà, on a senti, là, il y a eu des retours, Bercy a eu des retours assez unanimes pour dire là-dessus, vous êtes totalement en dessous de ce qu'il faut faire et c'est là qu'il risque d'y avoir des gros problèmes. Les prêts garantis par l'État, on voit qu'il y a certaines entreprises qui n'arrivaient pas à les obtenir. Donc, celles qui n'étaient pas en bonne santé avant la crise, c'est ça, hein, qui étaient voilà, déjà en celles difficulté. qui n'étaient pas en très bonne santé avant la crise mais qui auraient pu, en l'absence de crise, survivre, opérer, etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est éviter au maximum les faillites d'entreprise pendant cette crise. Après, on verra celles qui naturellement auraient fait faillite, mais donc il faut éviter le maximum. Donc là, le plan a été renforcé. Il y en a qui disent que voilà, le plan est trop centré sur les personnes qui sont déjà dans le système, qui ont déjà un emploi, qui avaient un emploi avant la crise. Par exemple, il y a des étudiants qui ne peuvent pas faire les petits boulots qu'ils ont l'habitude de faire, donc ils se retrouvent socialement dans la panade, si j'ose dire. Donc c'est ces populations un petit peu qui sont difficiles à atteindre par des mesures générales auxquelles il faut penser et il faut éviter au maximum les faillites d'entreprise. Donc peut-être qu'il faudra ajuster le dispositif pour que toutes les entreprises soient concernées, qu'on n'oublie pas de certaines situations. Mais grosso modo, la réponse paraît pour l'instant bien dimensionnée, sachant que en sortie de crise, pardon, je suis un peu long, mais en sortie de crise, il faudra sûrement le plan de relance. annuler. Voilà, un plan de relance et trouver un moyen de permettre aux entreprises d'investir, évidemment. D'investir et donc d'avoir des fonds propres un peu plus élevés. Et donc, ça passera sans doute par des mesures, par exemple, d'annulation de charges pures et simples. On en sait un peu plus, justement. Moi, j'avais une double question. Le président l'a évoqué, on avait Olivier Dussopt en début de semaine du gouvernement qui nous disait oui, effectivement, pour les boîtes les plus exposées, le tourisme, l'hôtellerie, il y aura des annulations de charges. On sait quel niveau d'enveloppe peut être consacré. Et deuxième question, et après on finit là-dessus, sur les 110 milliards d'euros du plan de soutien, les plus gros postes, c'est quoi? C'est le chômage partiel, 24 milliards. Les trois plus gros postes, c'est quoi?
Sur le plan de soutien, ben c'est maintenant le. Alors attendez, parce qu'il y a effectivement les 24 milliards du chômage partiel. Il y a, alors ça dépend si on intègre les prêts garantis par l'État, hein, qui sont des prêts en trésorerie, donc ça fait Ouais, mais c'est un prêt, sur le c'est papier pas c'est des montants, voilà. un prêt, c'est Sur le remboursé. papier c'est des montants impressionnants, mais c'est remboursé, donc ça il faut l'enlever. Il y a le décalage du paiement des charges, donc ça c'est pareil, c'est des mesures en trésorerie, mais qui représentent des très très gros Ouais. montants. En crédit budgétaire, maintenant, il y a Ouais, en crédit, moi c'est ça qui m'intéresse en solidarité, crédit budgétaire. le fonds de solidarité, 7 qui milliards. atteint 7 Ouais, mais milliards, on n'arrive voilà. pas à 110, parce Euh, qu'en fait, ma question implicite, c'est comment on arrive à 110 en crédit budgétaire? Je n'arrive pas à voir comment est-ce qu'on y arrivait, alors, ou sauf à ce intégrer n'est pas. l'effondrement des recettes fiscales de 43 Alors milliards. non, alors on n'arrive pas à 110 avec uniquement des crédits budgétaires, mais quand on ajoute par exemple les reports de charges, on y arrive, hein. Alors je ne sais pas si Oui, mais qui là dit j'ai report dit encore une fois, il faudra les payer. Donc, bien sûr, mais clairement le gouvernement le dit clairement que dans ces 110 milliards, ce n'est pas un plan de 110 milliards de crédits budgétaires. voilà. C'est un plan qui intègre ces reports de charges. Et Donc en crédit budgétaire, quoi, on est à moitié moins, on est au tiers. En gros, au doigt mouillé, hein, c'est il me pour. semble qu'il faut enlever environ 45 milliards de reports Voilà. de charges, au Je tenais à moins. le dire. Donc voilà. Donc, On finit là-dessus, Marc, juste effectivement. pour résumer, enfin pas pour résumer, mais si on prend un peu de hauteur, toute la politique budgétaire du président, et d'ailleurs vous l'avez écrit, hein, est balayée dans cette crise. Hein. Oui, pour la politique d'Emmanuel Macron, c'est terrible parce que depuis le début, on voit, même si certains pensaient que sa politique de redressement budgétaire n'était pas suffisante, on voit que tous les efforts qui ont été faits pour contenir la dette, couper dans les emplois aidés, hein, des mesures qui lui ont coûté politiquement, couper dans les APL, enfin mettre un terme à l'inflation des aides au logement. Voilà, autant de mesures d'abord contestées et contestables. Voilà, on voit que du jour au lendemain, on est obligé d'ouvrir les vannes de la dépense publique. Hein, l'objectif national de dépense maladie, par exemple, qu'on avait tant essayé de contenir, même si il avait été déjà assoupli pour prendre en compte quand même la situation de l'hôpital, il va passer de 2,3% à plus de 7%. Donc du jour au lendemain, tout ce qu'on a fait avant, tous les efforts qu'on a réalisés pour réorganiser Ruiné. en profondeur sans trop ouvrir les vannes, effectivement, du jour au lendemain, maintenant on a l'impression qu'on pouvait ouvrir les vannes et ça va rendre la communication autour des réformes nécessaires très compliquée, puisque maintenant beaucoup de Français se disent si on peut le faire maintenant, si on peut ouvrir les vannes de la dépense publique, si on peut donner des primes aux soignants aujourd'hui, que ne l'a-t-on pas fait avant? Donc voilà. On termine avec, on manque de temps, Marc, pardon, on termine avec la couverture du point. Oui, qu'est-ce qu'on lit cette semaine? D'où viennent-ils les nouveaux virus? Cette semaine, c'est une couverture qui est centrée sur la réponse sanitaire au virus, mais on a un entretien assez exclusif avec Emmanuel Macron qui se confie un peu et qui qui répond aux critiques dans sa gestion de la crise depuis le début. Hein. Il parle très rarement directement, et donc là, on a recueilli une heure en son confinement avec le président. Voilà. À lire cette semaine, donc dans Le Point. Merci beaucoup, Marc Villot, donc journaliste à l'Hebdomadaire. Merci, bye. Merci David. Au revoir.